Oui, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu à ce vernissage de l'artiste américain Daniel Rothbart, que j'ai exposé de nombreuses fois dans ma galerie. Il va vous donner lecture d'un poème tiré du livre More Fugitive Than Light, en anglais. Et puis ensuite, Alicia Malialin vous donnera une version française, une traduction française de ce poème. Voilà. Alors, bonsoir. Je m'appelle Daniel Rothbart et je vous souhaite la bienvenue à Plus fugitif que la lumière à la Galerie Depardieu. Au cours des 5 dernières années, j'ai collaboré avec le poète et critique d'art Richard Milazzo sur ce livre intitulé More Fugitive Than Light, Plus fugitif que la lumière, poème de Rome, Venise, Paris, 2016 à 2017. Il se compose de 58 poèmes de Richard en dialogue avec 71 de mes récents collages. Richard et moi, nous nous sommes rencontrés pour la première fois à New York par l'intermédiaire du critique d'art et collectionneur Enrico Pedrini, qui m'a également présenté Christian Depardieu à Nice au début des années 2000. La poésie de Richard et mon travail de collage sont unis par un sentiment de nomadisme culturel, à la fois temporel et géographique. Au début de notre collaboration, nous avons décidé que la relation entre les poèmes et les images serait analogique plutôt qu'illustrative. Malgré les villes européennes mentionnées dans le titre, nous avons tous deux adopté l'imagerie du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient. Le livre présente des images de mes sculptures flottantes provenant d'installations récentes dans la vallée de l'Hudson à New York et à Ramla en Israël et insérées dans de nouveaux environnements ou de nouvelles situations. Pour marquer cette première présentation publique du livre, je lirai l'un des poèmes intitulé « My Portrait by Fantin-Latour » en anglais. Par la suite, ma collègue, l'actrice Alicia Malialin, lira le poème dans son traduction française. Alors, My Portrait by Fantin-Latour. Sitting for my portrait by Henri Fantin-Latour, he spoke about embarking upon the true path, nature, full of flowers indeed, but teeming nonetheless with the darkness of the soul. Being freed of everything he'd seen or studied, he would sit, he said, in front of a mirror and convene, as it were, with his reflection, inspired by the fantasies, the gleam, the sublime uncertainties of the imagination, allowing him to unlearn all that he knew. And in fact, there is nothing more unknowable, yet more poignant than his peonies and Japanese cherry blossoms, nothing more severe, more subtle, more haunting than the colors of the walls lurking behind them, nothing more noble, more grave, more intimate than his portraits subsumed by the darkness of the soul. My ideal, he once explained, has always been to represent the highest possible degree of reality, things that remain visible just for a moment, flowers, fruit, our glances, our reveries, I suppose. Yet there is a painting whose table barely acknowledges the corner of the room, but whose walls do not, and still another whose fruit is splayed so emphatically no madam has ever envisioned such familiarity, neither amid the flailings of her first lover, nor with the birth of her last child. It confutes the mind to think of all of those who have sat for portraits before me. Charles Baudelaire, James McNeill Whistler, Edouard Manet, Auguste Renoir, Émile Zola, Claude Monet, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, a salon of subjects like no other. Yet like Manet, his pictures to this day are often rejected, or worse, by his own account, accepted out of pity, and hung high on the wall out of sight. You cannot imagine how sad I am, how sad they are when they come back. Despite all, he loves painting, loves depicting his subjects, reading, or at least holding a book open, or sleeping. And in his self-portraits, he always seems to be emerging from or returning to the shadows.
There is really nothing gives him more pleasure. Painting is the whole of it, the only dream he has ever pursued. He worries only about whether a picture turns out right and whether winter will return enough spring flowers. In a letter to his parents, which fell into my hands, he wrote, "My work is all. It is my only consolation, the only thing that makes life bearable. If I didn't have that hope, I would have died long ago. In every other way, life is absurd. It's all illusions flying away. Happiness is transient. Then there are the sadnesses. But it is the end of those small happinesses, the darkness of the soul, I fear most." For Ross Bleckner and Edward Jones. Much of this text is based on Henri Fantin-Latour's letters to James McNeill Whistler, Edwin Edwards, Otto Scholderer, Hôtel d'Angleterre, Paris, France, January 9, 2017. Merci. Mon portrait de Fantin-Latour. Posant pour l'artiste Fantin-Latour qui réalise mon portrait, il a parlé de s'engager sur le vrai chemin, la nature, pleine de fleurs, certes, mais néanmoins foisonnante avec les ténèbres de l'âme. Étant libéré de tout ce qu'il avait vu ou étudié, il s'asseyait, disait-il, devant un miroir et se recueillait, pour ainsi dire, devant son reflet, inspiré par les fantasmes, la lueur, les sublimes incertitudes de l'imagination lui permettaient de désapprendre tout ce qu'il savait. Et, en fait, il n'y a rien de plus inconnaissable et de plus poignant que ces pivoines et ces cerisiers en fleurs du Japon. Rien de plus sévère, de plus subtil, de plus obsédant que les couleurs des murs qui se cachent derrière eux. Rien de plus noble, de plus grave, de plus intime que ces portraits engloutis dans les ténèbres de l'âme. Mon idéal, expliqua-t-il un jour, a toujours été de représenter, avec le plus haut degré de réalité possible, des choses qui ne sont visibles qu'un instant. Les fleurs, les fruits, nos regards, nos rêveries, je suppose. Il y a aussi un tableau dans lequel une table n'épouse pas complètement le coin de la pièce et dont les murs ne suivent pas entièrement la perspective. Et il existe un autre tableau dont le fruit est étalé avec tant d'impudeur, aucune patronne de maison close n'aurait imaginé plus de vulgarité, ni parmi les tourments de son premier amant, encore moins avec la naissance de son dernier enfant. Cela embrume l'esprit de tous ceux qui ont posé pour des portraits avant moi. Charles Baudelaire, James McNeill Whistler, Claude Monet, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Édouard Manet, Auguste Renoir, Émile Zola. Un salon tout à fait unique, des invités de qualité qui ne ressemblent à personne. Pourtant, comme ceux de Manet, ces tableaux sont encore aujourd'hui souvent rejetés, ou pire, selon ses propres dires, acceptés par pitié et accrochés tout en haut du mur, hors de vue. Vous ne pouvez pas imaginer comme je suis triste, comme ils sont tristes quand ils reviennent. Malgré tout, il aime toujours peindre, aime représenter ses sujets en train de lire, ou du moins tenir un livre ouvert ou dormir. Et dans ses autoportraits, il semble toujours être sur le point de sortir de l'ombre ou d'y retourner. Rien ne lui procure plus de plaisir. La peinture, c'est tout pour lui, le seul rêve qu'il ait jamais poursuivi. Il se soucie seulement de savoir si un tableau est réussi ou non, et si l'hiver laisse la place à suffisamment de fleurs printanières. Dans une lettre adressée à ses parents qui est tombée entre mes mains, il a écrit « Mon travail, c'est tout pour moi. C'est ma seule consolation, la seule chose qui rende la vie supportable. Si je n'avais pas cet espoir, je serais mort depuis longtemps. Dans tous les autres domaines, la vie est absurde. Ce ne sont que des illusions qui s'envolent. Le bonheur est passager, et puis il y a les tristesses. Mais c'est la fin de ces petits bonheurs, les ténèbres de l'âme, que je crains le plus. » Pour Ross Beckler et Edward Burns, une grande partie de ce texte est basée sur les lettres d'Henri Fantin-Latour à James McNeill, Whistler, Edwin Howard et Otto Scholderer. Hôtel d'Angleterre,
Paris, France, le 9 janvier 2017. Merci.